Salut Jean-François, comment tu vas? Bonjour Thomas, très bien. J'espère toi aussi. Ça va très bien, très, très content de t'accueillir. Je te disais en off, ça faisait, 2 ans que je cherche quelqu'un pour parler d'or sur le podcast et j'ai trouvé la personne, donc je suis trop content que tu sois là. Donc merci d'avoir accepté. Plaisir partagé. Je te propose que tu commences par te présenter. Oui, Qui alors, es-tu? D'où tu viens? Et pourquoi tu veux nous parler d'or OK. aujourd'hui? Alors, moi, je suis Jean-François Faure et je suis le président fondateur, d'Ocoffre.com. Donc, Ocoffre.com qui est une, plateforme d'achat et vente de métaux précieux, plutôt entre particuliers et avec une particularité, c'est que, tout est dans le titre d'ailleurs, on propose la conservation en, infrastructure de haute sécurité. Heu, voilà. Donc ça, c'est une activité un petit peu particulière. Aujourd'hui, on conserve environ 7 tonnes d'or pour le compte de nos clients, entre 70 et 80 tonnes d'argent métal. OK. Voilà, donc ça, on le fait depuis 15 ans. Moi, avant, je faisais carrément autre chose. Je gérais une agence de traduction, avant une agence de référencement, avant, j'ai bossé même dans un cabinet d'architecture. Donc, moi, je viens plutôt du digital. Ouais. Et à un moment donné, autour d'une de mes activités, donc qui était mon activité de traduction, je me suis dit, ça, c'est une activité qui est très exposée aux crises, s'il arrive quoi que ce soit. Donc là, la question, je me la suis posée en Mmh. 2006. L'activité marchait très bien, mais je me dis, ça peut s'arrêter du jour au lendemain s'il y a un impact économique grave, parce que voilà, la traduction, c'est plutôt du bas de bilan. Donc, c'est le premier truc qu'on coupe avec la publicité, tout le Mmh. reste, quand le reste ne va pas bien. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, en 2008, c'est exactement ce qui s'est C'est on t'a coupé. passé. Ouais, voilà. Donc moi, je me suis mis en quête à cette époque-là de trouver des actifs qui soient un peu contre-cycliques. Je ne connaissais pas vraiment en or, bon, si ce n'est un peu comme tout le monde de ma génération, on avait vu une petite pièce en Une or qui pièce, ouais. devait, voilà, qui venait plus ou moins d'un grand-parent ou d'un parent. Donc voilà, c'était, ma culture s'arrêtait là. Et je dis, bon, ben voilà, effectivement, l'or, c'est peut-être intéressant. C'est quelque chose qui est plutôt déconnecté des États. Ça semble pas ultra manipulé. À l'époque, bon, Bitcoin n'existait pas. Enfin, ça cochait vraiment toutes les cases. Donc je me dis: «Génial, je vais en acheter». Donc je vais voir mon mon banquier et c'est là que ça, alors bon, il était adorable, hein, mais le gars, je lui en parle, donc j'ai senti un blanc passer. Le gars, il a sorti le Et manuel dit du banquier. Alors je savais pas que ça existait, ouais, le manuel du d'accord. banquier, mais voilà, il a sorti une sorte de Tu le devais être manuel le du premier banquier. client qui lui pose la question, quoi. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est un peu comme la checklist dans les avions. «Alors, on a l'avion qui brûle, on fait quoi?» Donc c'est la page Le client qui demande de 326. l'or, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, il a quand même réussi à un moment, parce qu'il était cool et que moi, j'étais un bon client, mais j'ai senti que je lui Mmh. faisais du mal. Donc, Ouais, ouais. et j'ai Tu l'as compris fait après que ça allait sortir être de compliqué, pour le revendre. mmh. Voilà, mais ça, je le Parce que c'était comprendrai de plus. on est d'accord qu'on parle alors je pense qu'on aura le temps de détailler dans l'épisode, mais on est d'accord que là tu parles d'or physique, hein? Tu parlais vraiment Ah d'acheter oui, de l'or physique, uniquement. pas Non, non, papier, mais ouais. oui, parce que leur papier, Mmh. ma conclusion de mon petit benchmarking de l'époque était que leur papier, en cas de crise, pouvait tout autant disparaître que, la banque émettrice. Et donc, oui, il y avait le mot «or», mais la notion de couverture, 100 n'y était pas. Parce que oui, derrière les Mmh. ETF, il y a de l'or physique, mais l'ETF Mais A bon, a, par exemple, une couverture physique, imaginons de 100 tonnes, l'ETF B aussi, par exemple, 100 tonnes, l'ETF C aussi 100 tonnes, mais il s'avère que c'est les mêmes 100 tonnes pour les 3 ETF. mmh. Et donc, quand il y en a un qui pète, voire les 3, il y aura pas assez d'or pour tout le monde. Donc, et le problème, il est là. Donc pour moi, c'était Et or d'autant physique, plus que un point. tu as le risque émetteur aussi. C'est-à-dire que si, ton or il peut faire fois 10, mais si, je dis une bêtise, si Amundi demain fait faillite, Oui, mais c'est ça. ton or, tu le récupères pas, quoi, parce que Ah, mais c'est, exactement. tu es là pour répliquer le cours de l'or, donc si, ton émetteur, il est pas capable de te enfin, si ton émetteur fait faillite, bah, ton ETF, il va à la cave, On est bien donc d'accord. C'est exactement ça le sujet. Donc, même si tu as un mmh, super outil qui est hyper sympa pour des traders où tu achètes le matin, tu revends le soir, moi, dans ma logique de sécurisation pour mon activité, il en est hors de question. Moi, je voulais pas être trader. Ça ne mmh, m'intéressait pas du tout. Je voulais voilà, gérer ma boîte et avoir une trésor sécurisée en cas de cycle inverse de ce que j'attends de ma boîte, quoi. Voilà, mmh. et donc voilà, l'or est apparu, l'or physique, plutôt sous forme de pièces, parce que là aussi j'ai trouvé des particularités versus les lingots, mais si tu veux, on détaillera Ouais, après. on va en détailler, on va le Donc détailler. voilà, mais après avoir tenté de trouver différentes choses qui me correspondaient, comme je te disais, moi je viens du digital. Moi, ce que j'aurais adoré, c'était un eBay où tu commandes des pièces et les pièces, eBay les garde, tu vois. Mmh. Et en fait, non, ça n'existait pas. Donc, il fallait limite que eBay bouffe Boursorama et qu'ils fassent un truc tous les deux. Bon, ça n'existait pas. Ben, voilà. Donc, en fait, au coffre, quand je l'ai lancé, mon idée,
la baseline, si tant est que j'avais sollicité des gens pour des fonds, pour lever des fonds, mais ça n'avait pas été le cas, je leur aurais dit, bon, je vous explique. Je veux mixer eBay et Boursorama et pour pouvoir garder des métaux précieux pour le compte de mes clients. Voilà, tu vois, c'était un peu le pitch de l'époque. C'est-à-dire une interface simple qui ressemble un peu à du e-commerce, mais derrière, en fait, de la techno proche du trading, parce que malgré tout, le marché de l'or, il faut acheter, il faut vendre, mais on veut que ça soit simple du côté client. Donc, côté client, ça ressemble à du e-commerce, et nous, en back-office, en fait, il y a un carnet d'ordre, il y a tout un truc un peu compliqué, et ça, on veut absorber la complexité. Et ça, moi, c'est mon leitmotiv depuis le début, c'est nous, on absorbe la complexité, et on délivre quelque chose de simple, lisible et opérationnel, ce dont on a besoin, et pas plus, pour que l'expérience soit positive et qu'il n'y ait pas d'accident. Moi, tu vois, les plateformes de trading utilisées par des gens qui ne sont pas, entre guillemets, des traders, pour moi, c'est dangereux. C'est un peu comme un gars qui a tout juste le permis, puis il se fait plaisir, il achète une Ferrari, quoi. Bah, le gars, il n'a pas compris qu'il fallait passer la deuxième d'une certaine manière, il explose le moteur en 20 mètres. Bon, ben voilà, c'est pareil. Mais ça, moi, je veux éviter parce qu'en bout de course, bah, tu te dis, bah, je suis nul, on m'y reprendra plus, et t'es pas un investisseur, tu vois. Et c'est pas bon. Alors que investir dans l'or, c'est cool, comme investir dans les cryptos aussi. Il faut juste pas le faire avec n'importe quels outils et au bon niveau, tu vois. Il faut savoir connaître un peu ses limites. Et aussi son allocation. Il y a une question d'allocation parce que Bien sûr. si tu démarres par les cryptos, et je pense qu'il y en a plein qui ont commencé par ça, tu vois, notamment les jeunes qui ont commencé par les cryptos avant l'immobilier et la bourse, et en pensant que c'est de l'argent facile, et il y en a qui ont dû se brûler les ailes. Donc, ouais, une question d'allocation. Du coup, transition toute faite, parce que tu vois, c'était un peu une des premières questions que je voulais te poser sur l'or. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, il y en a beaucoup qui aiment ça, enfin bref, il y a un peu toutes les écoles là-dessus. Et c'est souvent décrié l'or en disant que la performance historique, voilà, elle est pas forcément au rendez-vous, si on compare bien sûr avec les actions et l'immobilier. J'ai envie de savoir, pour toi, avant peut-être qu'on contre-argumente un peu ce que je viens de dire, hein, déjà, quelle allocation tu considères correcte dans un patrimoine pour quelqu'un qui veut ajouter de l'or? Alors, donc d'abord, il faut s'interroger sur son patrimoine, sur ce que l'on possède. Et un patrimoine, on en possède un dès le moment où on a des euros dans sa banque ou même sous son matelas. Parce que les euros sont une épargne. Sauf, modulo l'argent que tu vas utiliser parce que tu vas faire tes courses. Bon, voilà. Mais si une fois que tu as fait tes courses, payé ton loyer, il te reste quelque chose, ben ça, c'est ton épargne. Donc, imaginons, tu as plutôt que des euros. Ça veut dire que tu es ultra exposé à ta monnaie. Donc, si tu es en zone euro, ben à l'euro. Si tu es en dollars, au dollar. Donc, ça veut dire que tu es exposé à ce qui peut arriver à ta monnaie. Donc, la perte de valeur. Alors, ça peut se traduire par de l'inflation, par d'autres choses. Mais enfin, bon, voilà. Ben là, ça tombe bien parce que l'or est, par design, vraiment contre-cyclique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il est sensible au taux, il est sensible à la force de ta monnaie, il est sensible à l'inflation, il est sensible à ce qui fait bouger ta monnaie aussi, les éléments géopolitiques, etc. Donc là, si tu as une épargne donc peu diversifiée parce que très orientée monnaie, à plus forte raison aussi. Cette épargne, on peut envisager, tu vois, que tu es 20% sous forme d'or. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant parce que globalement, ces 20% vont te sécuriser les 80 autres pourcents. Voilà, puisque l'or, c'est l'assurance incendie du patrimoine. Voilà, donc ton patrimoine, si c'est des euros, voilà, cet or va servir à sécuriser tes euros. Bon, autre scénario, tu n'as pas que des euros, tu as aussi un peu d'immobilier, tu as acheté un peu d'actions, tu as même peut-être des cryptos, etc. Ça veut dire que là, déjà, tu as diffusé en fait le risque. Parce que potentiellement, quand tes euros vont perdre de la valeur, c'est peut-être pas nécessairement le même moment. Et où le reste va perdre de la valeur. Quoi, voilà. Donc, ton or n'a pas besoin d'agir surtout en même temps. Il va devoir agir de manière un peu plus ciblée. Et bien là, bon, après, il faudrait voir un peu la répartition du reste, mais descendre à 5% d'or n'est pas idiot à ce moment-là. C'est pas déconnant, oui. Non, c'est pas déconnant parce que tu n'as pas nécessairement besoin de plus. Alors après, il faut voir dans le détail. Mais bon, là, je ne suis pas là pour donner du conseil, mais en fait, tu vois le sens. En fait, le sens, c'est moins je suis diversifié et plus je suis exposé à l'euro, plus il me faut d'or.
Et à contrario, plus je suis diversifié et moins j'ai de monnaie fiat, de base. Ok. Ouais, donc c'est vraiment, enfin, la diversification, comme toujours, est la clé, quoi. C'est si, en fonction de comment est concentré ton patrimoine, mais pas que, finalement. Tu as parlé de la monnaie, mais aussi en termes d'actifs, parce que finalement, tu vois, tu as donné les deux exemples avec d'un côté que l'euro, s'il était, on va dire, en monétaire ou même sur tes comptes épargne. Mais si, par exemple, tu as de l'immobilier, finalement, tu le décorrèles finalement de ton patrimoine financier. Donc Ouais. là, l'or n'a pas besoin d'avoir une si grande part finalement dans le patrimoine si, par Non. exemple, tu as une classe d'actifs comme l'IMO. Ou même la Parce que crypto finalement, qui est c'est pas le décorrélée même aussi. cycle. Tu vois, c'est pas le même Mm. cycle. C'est-à-dire, mais pas nécessairement, enfin statistiquement, ça s'est pas toujours vu comme ça, pas dans le même cycle que le reste. C'est-à-dire que quand tu as du problème sur ton euro, tu n'as pas nécessairement à ce moment-là de problème sur ta crypto ou sur ton IMO, etc. Tu vois. Mm. Moi, j'ai quelques gros acteurs du monde de la crypto qui ont de l'or chez nous parce qu'ils savent que ce sont des actifs contre-cycliques l'un de l'autre. Donc, ils disent, j'ai de Mm. l'or pour me couvrir d'un scandale qui va me faire baisser ma crypto de 80%. Tu vois. Mais ils n'auront pas besoin d'activer leur or au même moment que peut-être qu'à un moment donné, ça pourrait se produire, mais c'est pas certain. Ouais, du coup, je voulais savoir, toi, t'es plutôt de quelle école, tu vois, parce qu'on a bien compris que comment ça s'appelle, que l'or, c'est un actif refuge et que c'est, on va dire, c'est vraiment décorrélé du reste des actifs comme l'immobilier et la bourse, et que généralement, historiquement, en tout cas, quand tout va mal, quand les actions, l'IMO baissent, généralement, l'or monte, même si bien sûr, on n'est pas à l'abri que demain soit encore autre chose, mais en tout cas, c'est pour cette raison qu'on investit dans cet actif-là. Et je voulais savoir, toi, t'es de quelle école entre celle de est-ce que je laisse plutôt courir mes gains et je coupe mes pertes? C'est-à-dire, bah, l'or il monte, bah, je la laisse monter, bah, tant pis, les actions ou l'IMO, soit je coupe, soit je laisse descendre. Ou plutôt profiter justement de ces cycles pour profiter de la hausse de l'or, vendre un peu d'or pour acheter des actions à ce moment-là. Tu vois? Et c'est, je pense que tu dois connaître le portefeuille permanent, par exemple, tu vois, qui est un peu ce principe-là. Est-ce que, voilà, je voulais savoir, tu es de quelle école là-dessus? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Alors, sur le coup, moi, je dirais que je suis un peu des deux écoles parce que, comme pas mal de monde, j'ai nécessairement deux casquettes. Mhm. J'ai une casquette de particulier et donc vision plutôt patrimoine familial, etc. Et donc, la règle dans une logique familiale, c'est déjà que l'or, on ne le vend qu'une fois. On part du principe qu'on voudra en racheter, mais si on rachète, on ne sait pas à quel prix on le rachètera. Donc, globalement, il y a une incertitude. Veut dire que, dans ce sens, l'or, on ne le vend qu'en absolue nécessité. C'est-à-dire, c'est le dernier truc Mhm. qu'on vend. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'on le vend quel que soit le prix. Alors, malheureusement, magiquement, souvent, plutôt avec des plus-values, parce que quand on est vraiment contraint de le vendre, c'est que par ailleurs, il y a un truc un peu funeste qui se passe. Et si c'est exogène à sa famille, eh bien, sur le coup, comme par hasard, l'or est plus fort que prévu. Mhm. Donc voilà, on essaie d'éviter de le vendre, sauf si on a le couteau sous la gorge. Parce que le bon accomplissement, alors, toujours dans le prisme familial de l'or, c'est de ne pas vendre, c'est de conserver et de transmettre. Donc, on est sur du très long terme et du très long terme Intergénérationnel. intergénérationnel. Exactement. Merci de m'avoir sorti le truc. Le temps que ça arrive au cerveau, j'étais encore à 10 secondes là. Donc voilà, ça, c'est le prisme perso. Ensuite, le prisme pro. Le prisme pro, on ne raisonne pas de la même manière. On Mm. raisonne bilan comptable. Donc, quand tu raisonnes bilan comptable, déjà, bon, tu laisses de côté tout ce qui est fiscalité, etc., puisque quand tu es pro, donc tu es à l'IS, globalement, impôt sur les Mhm. sociétés. Donc, la seule chose qui compte, c'est ton équilibre bilanciel. Mhm. Si tu as, par exemple, vendu de l'or et que tu as fait x10, tu ne vas pas te prendre des plus-values sur l'or parce que tu as fait x10. Non, en fait, si tu as fait x10 c'est qu'en parallèle, tu n'avais plus d'activité qui a été à moitié d'aide, peut-être que ça s'équilibre juste. À la fin, tu finis à 0 plus, tu ne vas pas payer Mhm. d'impôt, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc là, raisonnement différent. Et là, tu es sur un raisonnement d'équilibrage de ligne. C'est-à-dire que, alors là, sur le coup, je vais te prendre l'exemple des traders professionnels, même mieux, les robots de trading, qui aujourd'hui sont 90% des tradings qui sont opérés, le sont par des machines, hein, tu sais, les ordres qui sont Mhm. Bien dénoués sûr, ouais. en moyenne 23 secondes, hein, ce n'est pas des humains, ce Mhm. sont nécessairement des machines. Donc eux, ils sont extrêmement rodés là-dessus. Et eux, ils font quoi? Ils voient quoi? Je te donne un exemple.
Mars-avril 2020, enfin plutôt avril d'ailleurs, on se prend moins 30, moins 40 sur la bourse en quelques jours. Donc là, tu as des lignes qui sont massacrées. En parallèle, l'or, il avait fait pareil, plus 30, plus 40. Tu es un robot de trading, même sans intelligence artificielle, mais tu as quand même le programme qui t'explique comment faire. Tu as un client en bout de course qui, lui, a envie d'être en gain idéalement positif, mais en tout cas pas de perte. Tu es programmé, tu dénoues les deux. La magie fait que les deux sont équilibrés. Eh bien, génial, ton client est content, toi, tu as serré les fesses et ça s'est bien passé. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est drôle à observer, c'est qu'à ce moment-là, et ça, c'est systématique. Moi, je l'ai vu en 2008. La première fois, c'était une surprise, mais j'ai compris après. Je l'ai revu à d'autres fois quand il y a eu des cracks, comme typiquement en 2020. Quand tu as un crack boursier, dans les 15 jours qui suivent, l'or, il est baissier. Pourquoi il est baissier? Parce qu'il y a tellement de ventes pour équilibrer. Les gars, ils prennent tellement leurs gains sur l'or que bam, il y a un afflux de vendeurs. Bon, à passer 15 jours, t'inquiète, hein, vu le contexte, ça repart. Hein. C'est ce que je veux dire. Après, c'est bizarre parce qu'il y a l'équilibrage qui fait ça, mais dans les mois qui suivent, du moins, c'est ce qu'on a constaté avec le Covid en 2020, c'était en juillet, l'or avait pété les $2000, quoi. Oui, bien sûr. Exactement. Donc ça s'était passé comme ça. Mais tu vois, c'est intéressant d'observer ces micro-moments où justement, tu as quand même une consolidation. Alors au passage, pour ceux qui connaissent, mais c'est le moment de se gorger. Tant sur les actions qui ont baissé de 30-40, elles n'arriveront pas à 100% de perte, hein, donc on peut y aller, mais aussi sur l'or. Parce que dans ce genre de contexte, de l'or qui est baissier de 20-30%, c'est vraiment de l'or qu'il faut acheter parce qu'on est sur des super zones d'accumulation rationnelle. Comme dit notre ami Trado. Jonathan. Voilà, Jonathan. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est un point important. Et alors, pareil aussi, je fais une petite aparté là-dessus. Ce qui est important de noter, c'est que dans ces périodes-là, tu as une forme de décorrélation entre les produits. C'est-à-dire que typiquement, tu es exposé au lingot. Bon, tu te prends le cours de l'or. Donc, s'il est baissier, tu te prends la baisse. Mais ce qui est drôle à voir, c'est que si tu as plutôt des pièces, elles ont tendance, malgré tout, à suivre l'ambiance en fait. Et donc tu te retrouves à avoir des pièces qui, elles, peuvent tout à coup prendre une prime, c'est-à-dire que, imaginons, elles suivaient le cours de l'or jusqu'à présent, tu vois, comme ça, là. Et là, tout à coup, il y a un mouvement baissier du fait des crises, de la chute des marchés. Donc l'or, il baisse parce qu'il est vendeur. Et à ce moment-là, tu as les pièces qui font ça, parce que tout simplement, il y a une offre et de demande qui est plutôt au profit des gens qui sont en fait vendeurs, parce qu'il y a finalement peu de vendeurs, donc le peu qui vendent, ils le vendent bien, ils le vendent cher. En face, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter, parce que ce n'est pas des robots de trading, là c'est plutôt des humains, donc les humains sont plus émotifs, et les gens qui sont émotifs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quelque chose qu'ils connaissent. En France, on veut du Napoléon, on veut de la pièce connue, quoi. On est prêt à payer plus cher pour avoir cette pièce qu'on veut. Surtout si on a un journaliste qui en a parlé au journal de 13 heures. Alors là, boum, voilà, la prime augmente encore. Et donc, ça, c'est cet effet qui est assez intéressant parce qu'on peut se retrouver à avoir des cours qui se croisent entre l'or papier, l'or lingot, pour moi, c'est pareil finalement, qui suit strictement les cours internationaux, et l'or des pièces qui, lui, est plutôt orienté sur un marché local. Quand je dis local, à l'échelle d'un pays, d'un gros groupe de pays, où là, il y a des primes qui vont se dégager. Et là, typiquement, on l'a vu aussi en 2020, il y avait des fortes primes sur les pièces parce que plus personne n'était capable ni d'en racheter ni d'en vendre. Les boutiques, elles étaient fermées. Et moi, je me rappelle, à ce moment-là, l'or, il baissait de 20-30%. Et nous, on vendait des Napoléons avec des primes de 15 à 20. Alors, est-ce que tu peux définir ce que c'est une prime, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas? Ah oui, excuse-moi. Alors, en plus, je déteste le jargon, tu vois. Donc, la prime. Quand tu as un cours, imaginons, qui est à 100. Et ce cours, dans le cas de l'or, donc sur le coup, il n'est pas à 100, mais à 2000, traduit ce qui se passe sur les marchés, l'offre et la demande, et c'est plutôt très porté par les ETF, par les gros mouvements un peu financiers quotidiens. Donc ça, c'est le cours de l'or. Mais il y a aussi d'autres marchés, des marchés plus de gré à gré, où là, on s'achète, on se vend des pièces. C'est pas marché parallèle, mais quasi. Et donc là, il y a une autre offre, une autre demande, et on peut se retrouver dans des phases où il y a moins de vendeurs que d'acheteurs, donc il y a une crise là-dessus, et donc l'acheteur est prêt à payer plus cher que le cours de l'or. Eh bien, pour en revenir à ma base 100 tout à l'heure, imaginons que c'est du lingot ou de l'or au gramme ou de l'ETF, enfin on s'en fiche, donc 100. Celui qui va absolument acheter de la pièce, il est peut-être prêt à payer 103, 105, 110.
et même à des époques, ils étaient même prêts à payer 200 Ah ouais. parce qu'ils voulaient ça et pas autre chose. En 2008, une Liberty américaine, donc une pièce américaine ancienne, on l'a payé le Mmh. double. Un Napoléon, on le payait 50% plus cher. Ça s'est connu pendant la crise de 2008. Et c'était drôle parce que sur le coup, la baisse qu'on a eue aussi pendant 2008, pendant le krach boursier, elle était Mmh. de 20% compensée par la prime sur les pièces. On avait des lingots, on était perdant, on avait des pièces, on était gagnant de 20%. C'était hallucinant. Enfin, moi, C'est j'ai fou appris le ça. métier pendant cette période. Mais ça, du coup, c'est directement lié à l'offre et à la demande, finalement? Exactement. C'est lié à l'offre et à la demande et c'est là que tu Et te rends compte que l'or n'est pas qu'un marché, ce sont des marchés. C'est le marché mmh, des pièces, gré à gré, c'est le marché du lingot avec des fonderies, mmh, etc. Et il peut lui-même être sous tension. Ça aussi, je l'ai connu pendant le Covid. On avait de l'or physique qui se vendait 1% plus cher que le cours. Moi, j'avais jamais vu ça en fait. Tu as le marché des ETF. Pour te donner une idée, un ordre de volume, c'est à peu près 800 tonnes négociées rien que sur le marché de Londres tous les jours. Évidemment, ce n'est pas 800 tonnes d'or physique, hein, c'est du papier, mmh, quoi. Mais enfin, bon, c'est ce qui ouais, fixe quand même pas mal fixe le prix, ouais. Mmh, le prix, évidemment. Et puis, tu as l'univers du bijou. Alors, le bijou, c'est quand même 60% des volumes physiques, en fait, on va dire, tu vois. mmh, Et globalement, et c'est ça que j'aime à dire, euh, c'est que fondamentalement, malgré tout, le cours de l'or, c'est ça qui est un petit peu magique, c'est que c'est la réconciliation entre deux humains. Un humain qui, d'un côté, va extraire cet or, mais si c'est pas assez cher, il ne va pas l'extraire. Hein. Il ferme la mmh. mine et il fait du Airbnb dans la vallée. Et de l'autre côté, quelqu'un qui a envie d'acheter un bijou pour l'offrir pour un mariage, en Inde, par exemple. Si le bijou est trop cher, il va attendre ou il va acheter autre chose que de l'or, ce sera de l'argent, je ne sais pas quoi. Et ça équilibre bien l'offre et la demande. Mmh. Euh, Ouais, du coup, finalement, l'or, c'est quand même un des seuls, actifs qui est facilement compréhensible et qui est, heu, que tout le monde peut comprendre simplement et qui tout le monde a déjà vu ou touché, quoi. Donc c'est aussi quelque chose qui peut rassurer pour l'investisseur et je pense le plus connu, c'est la bijouterie finalement, c'est que tu sais qu'il y a une vraie utilité. Heu, alors je crois que tu as dit le chiffre tout à l'heure, mais, la proportion de d'or qui est enfin, comment elle est répartie la proportion d'or disponible? Est-ce que la majeure partie est en valeur refuge pour les États ou la majeure partie est plutôt utilisée pour le particulier qui veut s'acheter des bijoux? Est-ce que tu as une idée? oui, alors bon, après ça, voilà, ça c'est donné de notre marché. Part du principe qu'on est sur un marché où globalement 60%, alors ça dépend des périodes. Tu es en période Covid, c'est plutôt 40. Mais disons que voilà, en période normale, 50 à 60%, c'est occupé par le marché du bijou. Et je OK, trouve ah ça ouais, très quand même. sain, en fait. C'est très, très Ouais. sain parce que c'est une offre et une demande humaine sur des Mmh. enjeux Sur un très humains, besoin, quoi. très basiques. Mmh. Exactement. Donc là, on pourrait presque dire, ouais, c'est un métal précieux, mais c'est presque un métal un peu industriel, etc. Bah, très bien, bah, Mmh. voilà, c'est un peu cette règle du jeu. Mais c'est un métal un peu à géométrie variable, avec différentes facettes. C'est-à-dire qu'il est à la fois simple, mais finalement d'une grande complexité. C'est-à-dire que ouais, tu peux maintenir un blog pendant 15 ans et écrire 2 ou 3 articles sur le sujet toutes les semaines et tu n'as toujours pas fait le tour. Et c'est ça qui est Mmh. super. C'est à la fois compréhensible par l'humain, mais tu te rends compte que c'est quand même plein de facettes parce qu'au-delà de cette partie bijoux, bah, tu te rends compte que les banques centrales s'y intéressent. Et ça, Mmh. voilà, pareil, en fonction des périodes, c'est 20-30%. Tu as les banques tout court qui en ont. Des fois, pour des banques suisses, Mmh. par exemple, des fois, en fin de journée, c'est plus simple de se faire une réconciliation de comptes par des comptes poids plutôt que par des comptes en fiat, parce que tout simplement, les comptes poids, entre nous, ça ne coûte rien. Voilà, donc c'est drôle à dire, mais Mmh. c'est un actif quasiment monétaire. Enfin, c'est une monnaie, hein, pour certains pays, d'ailleurs, Mmh. c'est le cas. Donc les banques. Tu as évidemment les investisseurs, les ETF et tout ça. Donc, pareil, en fonction des périodes, ça peut être plus ou moins entre 10 et 20%. Voilà. Et puis, tu finis par de l'industriel, 5 à 10. Alors, voilà, tu vois, c'est très fluctuant en fonction des périodes. Mmh. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est le gros de la picture, c'est vraiment les bijoux. Et ça, c'est bien. Mmh. Et le reste, c'est en fonction des périodes. Et ça, c'est le côté géométrie variable, où tu as de l'or qui va devenir un peu plus financier dans les périodes où il doit l'être. Tu vois? Mmh. En fait, tu vois, je sais pas, c'est comme si tu avais un paysan qui peut être guerrier, quoi. Et l'or, c'est ça. C'est-à-dire que en temps normal, il va faire son job. Et puis quand il faut faire la guerre, il va y aller. Et donc quand il faut faire la guerre, c'est quand tu as une crise, un truc comme ça, il va chercher l'épée et le bouclier et il y va et c'est pas le dernier à donner des coups, quoi.
et de manière plutôt efficace. Eh bien, l'or, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on attend de sa part, c'est ce gars tranquille qui va se réveiller quand on a besoin de lui. Et c'est ça qui est compréhensible, parce que c'est finalement assez franc, il n'y a pas d'entourloupe. Alors pourquoi il n'y a pas d'entourloupe? C'est parce que globalement, c'est pas trop manipulé par les banques. Alors aujourd'hui, ça l'est plus, ça l'a été jusqu'en 2014, quand même. Il y en a quelques-uns des fois qui s'y amusaient, mais bon, comme ils se sont pris quelques milliards d'amendes dans la vue, ça les a un peu calmés. Les pays, de toute manière, ne jouent plus trop avec, en tout cas pas dans des proportions qui pourraient casser le marché. C'est-à-dire que, par exemple, les Chinois, à un moment donné, ils ont essayé d'en acheter massivement, ils se sont rendus compte que ça faisait monter les prix. Donc, ils se disent, hop, on arrête, on va faire ça autrement, on va faire acheter ça par toute notre population. Donc, au final, les Chinois, ils achètent autant, voire plus, mais par petites touches invisibles. Donc voilà. Donc, en fait, c'est ça. Tu vois, alors après, tu vois, même pour un Français, la fiscalité, elle est peut-être un peu compliquée. Les produits, tu ne sais pas vraiment lesquels il faut acheter. Mais tu peux toujours commencer par quelque chose de basique. C'est-à-dire que les produits, si tu n'as rien compris, tu peux acheter du Napoléon. La fiscalité, si tu n'as rien compris, tu te prends 11,5% quand tu revends. Donc même, tu vois, la version simple fait que tu peux agir, alors peut-être pas de la meilleure manière, mais tu peux brancher, ça marche dès le départ. Tu vois, c'est un peu comme ces appareils. Tu vois, un Mac, tu l'ouvres, ou je sais pas, un PC bien fait, tu l'ouvres, dessus, tu peux faire quelque chose. Tu n'as pas besoin de lire le manuel. D'ailleurs, il n'y a plus de manuel. Bon, pour l'or, il n'y a clairement pas de manuel. Mais par contre, c'est aussi compliqué qu'un Mac. Si tu veux creuser. Si tu commences à creuser, si tu commences à creuser, ça va très loin. Mais justement, là, tu vois, tu as fait une belle transition. Si on parle de concret de comment faire, enfin, tu vois, pour la personne qui nous écoute, qui découvre cet investissement, alors, je vais décrire un peu les trois façons de faire. C'est même si pour moi, il y en a deux, mais après, dans la deuxième, tu as d'autres façons. Enfin, pour moi, tu as soit via les ETF, donc en or papier, ou l'or physique. On l'a abordé en début d'épisode, donc privilégier plutôt l'or physique, si ton objectif, c'est d'avoir de la valeur refuge et de décorréler des marchés, c'est quand même plus pertinent de faire de l'or physique. Mais dans l'or physique, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a les lingots, les lingotins, les pièces, tu as parlé de Napoléon. Alors, moi, je sais un peu ce que c'est, mais je pense que la majorité des gens d'entre nous ne savent pas forcément ce que c'est Napoléon. Donc, est-ce que tu peux nous décrire peut-être une panoplie rapide? Quel est l'éventail de choix? Comment on fait pour s'y retrouver dans cette jungle de tout ce qui existe dans l'or physique? Alors, déjà, je vais redire pourquoi, quels sont les leviers qui font qu'on va acheter plutôt tel produit plutôt que tel autre. Donc déjà, parce qu'il y a potentiellement, le levier, c'est avant tout, il y a deux prismes, la fiscalité et le potentiel de revente. Alors, la fiscalité, il faut se dire que si tu achètes de l'or d'investissement, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas de TVA au moment de l'achat. Mais encore faut-il que ce soit de l'or d'investissement. Donc, ça veut dire que tu exclus les bijoux. Les bijoux ne sont pas des produits d'investissement, donc tu ne les achètes pas en France dans une logique de thésaurisation. Je dis ça parce que, suivant d'où on vient, on peut avoir une culture où l'or, on le porte sur soi, on l'a à la maison, et c'est pas idiot. Sauf qu'en France, on paye la TVA dessus. Donc, bon, on va laisser de côté. Il y a d'autres manières de s'amuser avec. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Justement, il nous reste les pièces et les lingots. Alors les lingots, moi, je suis plutôt de nature à les évacuer pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est qu'en période de crise, notamment quand tu as une baisse des cours, tu n'auras aucun effet de prime, aucun effet de levier sur le lingot. Le lingot, qui a beau être un instrument physique, en fait, va strictement suivre le cours de l'or, et qui, dans les périodes de crise, est avant tout de l'or papier, en fait. Le cours est fixé par de l'or papier. Donc toi, tu as un truc physique qui est fixé par de l'or papier. Enfin, c'est un peu comme ça, quoi, tu vois. Donc bof, parce que tu as envie quand même de pouvoir vendre à ce moment-là. Et si tu vends alors que tu es en baisse de 20%, parce que justement, tu as des gars qui sont en train de vendre pour équilibrer les pertes sur les actions, parce qu'ils sont pris moins 30 ou moins 40, c'est pas cool, quoi. Donc le lingot, pas bon. Le lingotin, alors le mini lingot, alors lui, c'est le pire de tous, en fait. Parce que tu les payes le prix des pièces quand tu l'achètes neuf, mais quand tu le rachètes, les gars, quand ils le voient, ils se disent, bon, garçon, ok, ça doit être petit, mais ça reste un lingot. Donc, je te l'achète au prix de l'or. Et bam, ton lingotin, ton mini lingot, en fait, tu l'as acheté le prix d'une pièce, mais tu l'as revendu le prix d'un lingot. Donc, voilà, tu es carrément perdant aussi, mais pire, en fait. C'est-à-dire que tu l'achètes cher à l'achat et qu'en fait, à la revente... Pourquoi tu l'achètes cher à l'achat? C'est parce que ton petit lingot, il est plus difficile à fabriquer. Oui, parce qu'il faut le découper, machin. Enfin, c'est pas un lingot officiel. C'est ce qu'on essaie de t'expliquer d'ailleurs. Bon, après, vrai ou pas vrai, mais en fait, globalement, l'argumentaire pour le vendre plus cher, des fois c'est vrai, mais des fois ça ne l'est pas. C'est globalement, plus c'est petit, plus c'est cher à fabriquer. Et donc, bam, à l'achat, tu te prends les coûts fixes de fabrication. Voilà. Et clairement, un lingot, ça se fabrique aussi.
Un lingot, ça Oui, se mais fabrique aussi. un lingot de 1 kilo, c'est coulé, tu vois? Toi, à la limite, à la Mmh. maison, tu récupères les bijoux de tes voisins, tu fais un lingot demain, tu vois? Mmh. C'est facile, quoi. Il te faut juste un four, 1060 degrés et l'affaire, elle est faite, quoi. Un lingotin, bien fait, c'est pas tout à fait pareil. C'est plutôt ce qu'on appelle des plaquettes, sur le coup. C'est pour ça que le Mmh. mot lingotin, moi, j'aime pas trop parce que factuellement, c'est même Oui, finalement, pas, c'est des petites plaquettes rectangulaires là, c'est ça? ouais, c'est comme des pièces, mais rectangulaires, tu vois? Sauf Mmh. qu'elles n'ont pas de cours légal, donc ça vaut le coût de revient de les avoir frappées. Mais factuellement, quand tu les revends, ça reste un lingot pour celui qui va te l'acheter. Donc lui, il va te Mmh. le payer le prix d'un lingot. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, les mini lingots, je laisse De de côté. côté. OK. Sauf des rares particularités avec un cours légal, etc. Mais là, c'est encore autre chose. Et donc là, c'est un autre volet que je vais expliquer après. Bon, alors, pour résumer, il te reste les pièces. Et Mmh. là, les pièces, c'est là où on rentre un peu dans la complexité. Tu as un vaste Mais c'est là où choix. après il faut c'est la ce qu'on appelle la numismatique, non? Si je dis pas de bêtises? Ouais, alors il y a un Ou c'est encore autre entre-deux. chose? Ouais, tu es pas loin. C'est-à-dire que sur les pièces, effectivement, si tu veux acheter de l'or d'investissement sous forme de pièces, tu te rends compte que tu vas un peu tutoyer la numismatique parce qu'un Napoléon, entre le pur investissement et la partie numismatique, des fois, ça se joue à un millésime près, donc la date Mmh. de frappe, hein, un atelier de frappe, la qualité. Tu vois, une pièce d'investissement standard, ça vaut un prix standard. S'il y a une qualité exceptionnelle, bah, c'est une pièce ancienne, par exemple, elle passe Mmh. tout à coup dans un registre qui n'est plus celui de l'investissement, mais celui d'un numismatique, tu vois. Je parlais tout Alors, à l'heure est-ce que des tu peux déjà opérations, tu vois. définir désolé, hein, c'est moi qui fais du Ouais, jargon vas-y, alors que vas-y. je prends le non-jargon. Est-ce que tu peux définir la numismatique du coup peut-être pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, bah, ben, pour résumer très simplement, la numismatique, c'est globalement comment dire, le fait de collectionner les pièces. Tu vois, comme tu as la Mmh. philatélie par rapport au timbre, eh bien, tu as Mmh. la numismatique par rapport C'est les pièces d'or aux quoi? pièces. Mais sur le coup, la numismatique existe pour la pièce d'or, la pièce d'argent, la pièce en cuivre, la pièce en bronze, la pièce en carton. Mmh. Tu vois, c'est la collection de la pièce pour sa valeur de transaction découplée de la matière. Tu vois, c'est vraiment, tu Mmh. vois, C'est telle pièce historique quoi ouais, aussi. c'est historique. C'est historique, la rareté. Mmh. Tu vois, telle pièce qui a eu circulé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est une pièce à cours légal mais en carton, elle vaudra 100 fois plus que une pièce où il y a marqué pourtant dessus 100 francs, mais et même en or, mais qui pourtant n'a pas de rareté, etc. Tu vois, Mmh. voilà, c'est la rareté, c'est l'offre et la demande. C'est presque des fois de l'art. En tout cas, c'est de la collection. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est la OK. numismatique. Et ce qui est sympa, c'est-à-dire que sur le lore d'investissement, tu peux en fait mélanger un peu les deux. C'est-à-dire que quand tu achètes de la pièce, justement, je parlais du Napoléon, si tu sors un peu des sentiers battus, tu achètes du Napoléon, mais qui n'est peut-être pas dans les pièces les plus courantes qu'on voit, tu peux même te faire une collection, tu peux te faire plaisir avec quelque chose qui, à la base, reste un instrument d'investissement. Mmh. C'est là où les deux se rejoignent. Et ça, c'est très sympa. Bon, alors après, il faut un petit peu s'y connaître. Moi, je pense que quelqu'un qui découvre l'or pour la première fois, donc on a éludé les lingots, les mini-lingots, ça c'est très bien. On se focalise sur les pièces, et là, il faut savoir par quoi commencer. Alors, Et il c'est faut ça, commencer comment par le choisir les commencer. pièces quoi, tu vois? Exactement. Alors, soit on se le fait en version simple. Et la version simple, c'est de toute manière, c'est pour dans longtemps la revente. Et on espère ne jamais Mmh. revendre. Donc globalement, la fiscalité, on s'en fiche. Et donc on achète ce qui nous plaît. Et si on est français, ben, ce qui nous plaît, c'est du Napoléon, 20 francs. Mmh. Voilà, ça 20 francs c'est Napoléon, package, c'est tu la vois. base un petit peu, Voilà, c'est bien, un peu bien l'ETF fidèle. c'est un peu est-ce que c'est un peu l'ETF-ment de l'or? Ouais, si tu veux, voilà, exactement, ou le TF4, ce que tu veux, c'est le TF4 40 en fait, tu vois, voilà, Ouais, c'est le maître, il maîtrise tous, quoi, voilà, ouais, c'est le ouais. Seigneur des Anneaux. Voilà, ça, c'est si tu cherches pas trop à comprendre, mais globalement, le temps long est là pour toi. C'est-à-dire que même si tu n'as rien compris, surtout que tu as compris, je veux acheter du Napoléon parce que ça me parle, et de toute manière, je veux le Mmh. garder longtemps, eh ben, la bonne nouvelle, c'est que globalement, tu es gagnant. Tu sais pourquoi? Parce que, et là, je vais un peu rentrer dans la complexité, il y a quand même de la fiscalité sur l'or. Donc, tout à l'heure, je t'avais parlé Mmh. d'une fiscalité forfaitaire. Bon, ça, c'est quand tu n'es pas capable de prouver la date et la valeur d'achat de ton produit. Mmh mh. Mais si tu es capable de prouver la date et la valeur d'achat de ce que tu as acheté, alors là, petite parenthèse, tips important, quand vous achetez des pièces en or, vous les faites sceller avec la facture. Alors, c'est un peu naze, dans le sens où bah, les pièces, tu ne vas pas pouvoir les ouvrir, les regarder, les tourner, machin. Elles vont rester dans une poche, un sac transparent avec la facture. Je sais, c'est pas hyper glamour. Mais par contre, dans 22 ans,
tu es gagnant parce que tu n'as pas de fiscalité à la revente. Parce que si Ok. tu es capable de prouver la date et la valeur d'achat, tu peux opter pour l'option sur les plus-values. Et l'option sur les plus-values, la grande magie, c'est qu'elle est dégressive dans le temps à partir de la 3e année. Donc, Mhm. entre 0 et 3 ans, c'est 36,2 sur les plus-values. Donc, ça pique un petit Com- peu par rapport à la flat Comme tax, tu l'IMO, vois. finalement. C'est pas loin de Oui, l'IMO, oui, finalement, non? ouais, ouais. Au bout de 5 ans, c'est dégressif, l'IMO, mais... Exactement. Donc, à partir de la 3e année, c'est dégressif et ça tombe à 0 au bout de 22. Ok. Tu Pas vois, de donc ça, CSG non plus? c'est intégré. Dans les Ouais, 36,2, tu avais ok. tout. Hein, T'as les deux. voilà, Ok. je te fais le package, je ne détaille pas, mais c'est dedans, tu ne coupes pas. Ouais. Mais en fait, au bout de 22, tu n'as rien à payer légalement. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Et quand tu sais que globalement, l'or, c'est plutôt pour du long terme, c'est quand même bien. Et puis, si dans le pire des cas, tu devais en vendre parce que tu devais prendre tes gains, parce que tu avais des pertes à éponger, payer 36,2 sur des plus-values, il y a pire dans la vie, quoi, tu vois. Oui, bien Enfin, sûr. Bah, de toute façon, c'est deux choses. c'est comme la flat tax. Hein, moi, je dis toujours, mieux vaut payer de l'impôt sur des gains plutôt que de pas payer d'impôt et d'être en perte, quoi. Ça, On est c'est... d'accord. Voilà. Enfin, moi, Voilà. c'est mon sentiment aussi. Mm. Je pense au sentiment paysan là-dessus est souvent le meilleur guide. Donc voilà. Alors finalement, le Napoléon, tu vois, c'est dans cette logique, tu es vraiment gain sur le long terme. Après, si tu veux rentrer un petit peu dans le détail et que tu te dis oui, mais peut-être je veux pouvoir vendre entre-temps, ou je veux pouvoir quand même jouer une partie sur des super gains. Si je fais x2, je vais pouvoir quand même revendre. Ok, j'en garde de côté pour le long terme, je ne vendrai jamais, je transmettrai aux enfants, machin bidule. Ok, mais tu veux quand même aussi t'éclater et pouvoir vendre si tu as fait x2. Alors là, on laisse de côté le Napoléon, on oublie, en tout cas pour cette classe-là que tu veux faire, et tu vas te diriger vers des typologies assez spécifiques. Et là, il y en a deux. C'est les pièces à cours légal et les jetons. Alors, les pièces à cours légal, là, c'est facile à comprendre. Ce sont des pièces qui, à l'instant où on se parle, ont un cours légal dans le pays où elles ont été émises. Donc, par exemple, Ok. je sais Pas pas, forcément en France, finalement. Ça peut être non, non, tout le bah monde. non, sur le coup, en France, il y en a relativement peu, mais enfin, en tout cas, intéressante en matière d'investissement, il n'y en a même pas d'ailleurs. Mais si tu veux être sur une pièce à cours légal en euros, il y a par exemple les Philharmoniques de Vienne. Elles sont Mhm. bien parce que sur le coup, par rapport à l'or qu'elles contiennent, elles ne valent pas beaucoup plus. Tu vas avoir une prime de 3-4%, ça reste raisonnable. Bon, évidemment, la valeur faciale, il va y avoir marqué 100 euros. Donc, évidemment, tu ne vas jamais vendre cette pièce pour 100 euros. Tu la vendras pour la valeur de l'or parce que c'est une once. Mhm. Mais par contre, sur le coup, elle a quand même une valeur faciale légale. Donc même si ce n'est pas pleinement une devise, parce que tu ne vas pas l'utiliser au quotidien comme une devise, mais ça reste quand même une monnaie à cours légal. Donc là, ça rentre dans une typologie qui fait qu'en dessous de 5 000 euros de revente, eh bien, tu es exonéré de taxes. Et après, tu Ok. as une imposition sur les plus-values parce que c'est considéré comme un bien meuble, blablabla. Donc 36,2 dégressif dans le temps. Au bout de 22 ans, ça tombe à zéro. Voilà, un peu comme la fiscalité sur les plus-values de l'or décrite tout à l'heure, même si elle est différente, mais au Mhm. final, ça retombe sur la même Ça chose. Mais tu rapproche, as la ouais. fameuse, ça y ressemble, modulo la fameuse franchise de 5000 qui est quand même super intéressante. Parce que ça, Ouais. tu peux étaler ta revente, tu vois, sur plusieurs semaines, ou Ouais. tu vois, si tu veux être Tu peux ceinture-bretelle, purger un voilà. peu comme sur Oui, l'assurance vie, tu purges tes abattements, là. C'est un peu le même, tu peux ouais, faire un c'est peu le même ça. principe, quoi. Voilà, si tu veux être Mhm. ceinture bretelle, tu vois, tu t'étales de 30 jours, tu vois, boum, 5000 par 5000 tous les 30 jours, Mhm. t'es bien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les cours légaux. Donc les cours Ok. légaux, on a quoi? J'ai parlé des philharmoniques, mais tu as les Eagles américains, tu as les Maple canadiennes, tu as les pièces australiennes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu as les souverains aussi, souverains britanniques. Il n'y a pas de valeur faciale, mais il y a quand même un cours légal. Tu as même les Kruger en sud-africain. Là non plus, tu n'as pas de valeur faciale. Il n'y a pas marqué 100 rand dessus. Mais comme l'once Mhm. d'or est considérée comme une monnaie en Afrique du Mhm. Sud, C'est indexé là, comme, là-dessus. eh ben, ouais, comme l'or est une monnaie, eh bien, voilà, il y a une valeur faciale légale. Une once est une valeur faciale légale en Afrique du Sud. Voilà, nous-mêmes, on a frappé des pièces en partenariat avec des pays. Donc, tu as des Veravalor, qui est notre pièce, en fait, qu'on a faite par exemple à Nouvelle-Zélande. Elles ont 100 dollars néo-zélandais de valeur faciale. Bah, c'est des pièces à cours légal. Voilà. Voilà, cours légal. Deuxième typologie, les jetons. Alors, les jetons, quand tu Ok. prends une pièce jeton, bah, globalement, ça ressemble à une pièce qui pourrait avoir cours légal. Sauf que, bah, globalement, la plupart n'ont rien de marqué dans ce sens, voire même des fois, elles ne sont même pas frappées par des pays. C'est juste qu'un objet rond,
qui ressemble à une pièce qui est plutôt ouvragée, donc plutôt sympa, plutôt jolie. Tu vois, c'est pas un lingot coué, un truc moche. Non, non, c'est plutôt réfléchi de manière esthétique. Et bien ça rentre dans la catégorie donc, du jeton. Ça ressemble un peu à des médailles. Et fiscalement, en France, ça rentre dans la catégorie donc, des bijoux et assimilés. Et bien, Ok. bijoux et assimilés, une nouvelle surprise. Là encore, on a aussi une franchise de taxe à concurrence de 5 000 euros. Mhm. Et au-delà des 5 000 euros, si on se décide à en vendre plus, la fiscalité forfaitaire passe de 11,5 à 6,5. Ok. Donc, tu vois, on divise déjà par Plus deux même intéressant, la ouais. taxe forfaitaire. Et là, ça devient même intéressant de payer forfaitairement. Hein, tu vois, c'est une forme Mhm. d'arbitrage qui est plutôt intéressant. Et la fiscalité sur les plus-values existe toujours aussi. Et c'est toujours le 36,2 à partir de la troisième année jusqu'à Mhm. 22 ans, blablabla. Voilà. Donc, tu vois, Laure, à partir du moment où on parle de fiscalité, déjà, ça devient plus compliqué que ce qu'on avait Ouais, appréhendé au c'est clair, début. il n'y a pas qu'un seul cas, quoi. Non, mais tu peux le faire simple. Et c'est ça qui est génial. C'est, voilà, comme je prenais l'exemple du Mac, hop, tu l'as ouvert, tu peux déjà faire du traitement de texte, Mhm. faire des images, etc. Sur Parce que l'or, tu peux quand acheter tu du parlais Napoléon. Voilà. de, quand tu parles de la taxe forfaitaire de 11,5, c'est uniquement sur la plus-value, c'est 11,5 ou c'est sur le Non. global? 11,5, c'est forfaitaire. C'est-à-dire que, quand, je te donne un exemple, tu rentres dans une boutique de rachat d'or, Mhm. ou chez nous d'ailleurs, si nous renvoie par exemple des pièces, des bijoux, etc. Euh, tu ne peux pas prouver la date et la valeur d'achat de ton or. On va te taxer 11,5% sur tout ton or, forfaitaire. C'est-à-dire que si tu Sur le global, amènes ouais. pour 100 euros Sur le d'or, capital, quoi. sur le capital global, la valeur globale de revente, c'est-à-dire que si le gars il t'achète ça à 100 euros, il va te prendre 11,5 euros sur tes 100 euros Ok, de donc d'où valeur. l'importance de avoir donc la facture et de sceller, comme tu as dit tout à l'heure, parce que ça Et permet oui, finalement d'être imposé que sur la plus-value et pas sur le capital. et voilà, parce que imagine le cas où tu dois vendre ton or et tu n'avais pas de plus-value. Ah là, c'est de T'as la quand perte même, sèche, quoi. ben oui, en plus renforcé voilà, par la taxe forfaitaire. Alors que Mmh. au moins, même si tu étais en perte sur la valeur, mais que tu n'as pas de taxe en plus à rajouter sur une perte, bon, tu limites un peu les dégâts, tu vois. Mmh. Donc toujours se mettre en posture de pouvoir prouver la date et la valeur d'achat. C'est pour ça que notre Mmh. système, il marche d'ailleurs aussi très bien. C'est que nous, on est tiers de confiance. Quelqu'un qui achète en 2009 un Napoléon sur au coffre, qui décide de le revendre aujourd'hui, nous, on a acté que le gars, il a gardé sa pièce 15 ans chez nous. Mmh. Donc nous, mécaniquement, on fait un calcul qui le montre que il est largement plus gagnant malgré la plus-value avec la dégressivité de vendre aujourd'hui ses pièces avec une taxe sur les plus-values que Dans d'opter la pour taxe la taxe forfaitaire, quoi, ouais. forfaitaire. Il a le Mmh. choix parce que nous, on était là pour prouver la date et la valeur d'achat. Tu achètes dans une boutique et puis arrivé à la maison, le premier truc que tu fais, tu pètes les scellés, tu regardes les pièces, c'est mort déjà. Là, tu sais que tes pièces, elles vont te coûter 11,5 Mais du pour coup, être en supplémentaire. c'est assez frustrant parce qu'un des trucs cool quand même dans l'or, c'est de pouvoir le toucher, quoi. Eh oui. Et tu te dis que finalement, pour pas te faire allumer par l'État, quoi, enfin pour pas que l'État prenne sa part, alors justement ou injustement, hein, chacun en fera sa Non, conclusion, mais mais la loi, voilà. c'est voilà, c'est la loi, mais bref, pour pas te faire prendre ces 11 qui est pas sur la plus-value, sur le capital, et ben, il faut que ta pièce, elle reste scellée, quoi. Donc c'est-à-dire que, bah, tu peux même pas la toucher, quoi. Donc il y a un petit Non, côté c'est un peu frustrant, quoi. un peu frustrant. Mais tu vois, nous, alors moi pareil, parce que comme je venais pas du milieu de l'or, tu vois, je me suis mis avant tout dans une posture, moi, d'acheteur, de particulier, qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme expérience. Moi, le premier, je me dis, ça peut être sympa quand même de voir une pièce, tu vois. Bon, tu en achètes, je sais pas, 10, tu vas peut-être pas Mmh. tous les recevoir à la maison, parce que tu préfères que ce soit simple à revendre, etc. Mais tu as peut-être envie d'en recevoir une. À nous, chez Ocoff, par exemple, typiquement, ce qu'on fait, on envoie, et même si le gars, il nous en demande 100, hein, on Mmh. scelle individuellement chaque pièce Chaque avec sa pièce. facture. Et de manière à ce que c'est des scellés transparentes, où dans un coin, tu as la facture qui est pliée, dans un autre coin, tu as ta pièce, donc tu peux la retourner, tu peux la voir en fait. Alors ok, tu ne peux pas la toucher, Mmh. mais en fait, bon, l'or, ok, tu le touches, c'est du métal, quoi. Mais au moins, Mmh. tu peux la voir individuellement. Tu vois, s'il y a des rayures, tu les vois. Si c'est millésime 1914, tu le vois. Tu vois l'atelier aussi. Tu vois, tu peux juger la nature de ta pièce. Bon, voilà, tu ne vas pas pouvoir effectivement t'amuser avec, la mordre et compagnie. Enfin bon, déjà, rien que la mordre, tu lui fais perdre de la valeur. C'est un peu bête. Voilà. Mais au moins, tu vois, tu vas pouvoir exercer un arbitrage. Parce que moi, ça, c'est quelque chose que j'avais modélisé dès le début. C'est que quand tu vends, tu n'as pas nécessairement envie de tout vendre. Mmh. Or, quand tu vas revenir avec ton sac de pièces, que tu vas le poser dans la boutique et que le gars, il va tout déceler, tu te mets quasiment en posture de tout revendre. Et puis, il ne va pas te les receler derrière. Donc, Ah bah oui, c'est clair, hein. Donc à partir donc du tu moment où il vois, y a des selles, c'est ouais, c'est moche, quoi.
Mmh. Donc ça, c'est pas une expérience super. C'est pour ça que voilà, des systèmes un peu digitalisés fonctionnent aujourd'hui plutôt pas mal et sont un peu la nouvelle norme, parce que ça te permet d'arbitrer à la pièce près, comme tu veux, dans la temporalité que tu Mmh. veux, à la bonne fisca et de pas te prendre la tête, tu vois. C'est aujourd'hui un peu, si je compare moi au coffre à des systèmes plus classiques de boutique, c'est comme aujourd'hui, tu as acheté des actions sur Trade Republic versus l'époque où tu étais avec tes Mmh. actions Et au taper ton porteur dans banquier, ton coffre. machin, Ouais, taper ton banquier, machin. Bon, enfin, faut arrêter, quoi. ouais. Donc, on est en 2024. C'est la Alors version déjà, version 3.0 de l'or, quoi. ouais, 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 tout à fait. Yes. Alors, je vais essayer de récapituler un petit peu parce que tu as donné beaucoup d'infos super intéressantes, mais je vais un peu récapituler tout ce que tu as dit parce que pour être sûr que, bah, tout le monde nous suive, hein, et aussi pour que tu me corriges si je dis des bêtises. Donc en gros, 2 façons d'acheter de l'or, ETF vs or physique. On a dit ETF plutôt à éviter dans le cadre, voilà, d'avoir une valeur refuge et tout, si on veut du Mhm. moins se décorréler des marchés, tout ça. Et puis dans l'or physique, là-dedans aussi, tu as un peu 3 façons de faire. Soit les lingots lingotins, tu as dit plutôt à éviter parce qu'en termes de prime, c'est pas forcément le plus pertinent. Mhm. Les Napoléons, qui restent selon toi, on va dire un peu le rapport, rendement-risque emmerdement, peut-être, ou rendement-risque simplicité, peut-être le meilleur couple. Et ensuite après il y a la partie que je dirais peut-être exotique qui sont, bah, voilà les jetons et la alors tu as dit jetons et tu en as dit une autre, je me rappelle plus le Les terme, cours c'est Lego. les cours Pas Lego, c'est ça. exotiques, mais plus experts. Parce que c'est Ouais, pas des pièces pour les exotiques, ouais. hein. Mmh. Aujourd'hui, les plus gros volumes mondiaux d'or d'investissement, modulo les lingots des banques centrales, ce sont des pièces à cours légal. Donc, c'est pas du tout exotique. Mais Mmh. pour un client français, ça fait appel à une forme d'expertise. Ouais, parce qu'il faut quand même savoir quoi choisir. Voilà. Al alors après, tu as dit que, donc ouais, j'ai bien compris la 3e catégorie avec les cours Lego et les jetons qui sont plus réservés, voilà, à ceux qui ont un peu plus de connaissances sur le sujet pour pouvoir faire le choix. Et tu as dit que le Napoléon était peut-être plus pertinent même pour un débutant, mais c'est vrai que moi, je me considère, hein, aussi débutant. Alors j'ai aussi, hein, moi j'ai investi en or physique aussi, machin, mais moi les Napoléons, tu vois, à première vue, moi ça me faisait peur parce que, bah, ça me paraissait compliqué, tu vois? Donc comment, tu vois, est-ce qu'il y en a qu'une de pièce Napoléon et du coup il y a pas le choix, donc c'est simple, c'est celle-là? Ou parce que pareil, j'ai l'impression qu'il y en a un paquet, quoi, et comment s'est retrouvé dans le choix de tous ces Napoléons? Bon, écoute, si tu veux rentrer dans l'univers du Napoléon, ce qui est vraiment sympa, c'est que justement, tu en as plein de types, mais ça reste du Napoléon. Heu, alors, OK, dans le détail, en fonction des boutiques dans lesquelles tu rentres, ton Napoléon, si c'est pas une pièce d'aspect neuf, tu auras une décote parce que, voilà, c'est une pièce un peu plus ancienne, un peu plus abîmée, machin. Bon, OK, ça peut t'arriver. En période de crise, un Napoléon, c'est un Napoléon. Mmh, ça aura plus de Voilà. valeur qu'un lingotin, quoi, qu'un lingot, lingotin ou autre. Voilà, de toute manière, définitivement. Et ça, nous, pareil, on l'a vu plusieurs fois. Donc vraiment, moi, j'ai fait check sur ce sujet-là. Ça a été validé. Des Napoléons, même, entre guillemets, qui habituellement intéressaient personne, se vendaient à plus de 10% pendant les dernières crises qu'on a pu voir. Alors, c'est sûr que si tu es vraiment novice là-dessus, il vaut mieux que tu te fixes peut-être sur les pièces d'aspect neuf. Et elles sont faciles à reconnaître sur une face qu'on appelle l'avers. Tu as une Marianne, Mmh. voilà, de profil, tout ça, enfin une Marianne plutôt moderne, quoi, Mmh. avec des millésimes, entre guillemets, plutôt récents, donc toute fin 19e, tout début du 20e, donc voilà, 1899 jusqu'à 1914, on va dire. Et le revers, donc l'autre face, on voit un coq, pareil de profil. Voilà. OK. Bon, ça, c'est une pièce passe-partout. Si elle est d'aspect neuf, on peut y aller les yeux fermés. On sait que c'est une pièce qui se revendra très bien, etc. Les autres, effectivement, peuvent avoir des petites décotes par rapport à celle-là. Et encore, certaines peuvent aussi, des fois, valoir le triple ou le quadruple parce que c'est toujours des Napoléons, mais de numismatique rare, etc. Et Mmh. c'est là où on peut se faire plaisir aussi. Mmh. On peut acheter, on a les moyens d'acheter plusieurs Napoléons. On peut acheter effectivement la moitié sous forme de Marianne, c'est comme ça qu'on les appelle, les Marianne 20 francs, Marianne Coq. Et puis le reste, on peut se dire, tiens, allez, hop, je vais me faire plaisir, je vais acheter une pièce avec Napoléon Ier dessus, une autre avec un génie de la Troisième République, une autre avec une CRS, voilà, enfin. Et là, on peut découvrir au passage un peu l'histoire du 19e siècle, du début du 20e. Et ça fait pas de mal parce qu'en découvrant aussi d'ailleurs ces histoires, ça permet aussi de comprendre l'économie de cette période Mmh et de mh. se dire, tiens, dis donc les gars, ils ont quand même réussi à avoir des belles industries, à se développer.
même avoir les moyens de se taper dessus alors qu'ils n'avaient pas une monnaie dette. Non, bah, je te dis ça parce que on a l'impression qu'aujourd'hui, la monnaie dette, ça permet tout, quoi, hein. Ça permet de se taper dessus, voilà, de fonctionner avec plus d'argent qu'on a dans les poches. Enfin bon, la magie, quoi. En fait, non, c'est pas de la magie du tout. C'est juste que de la poudre aux yeux. Ce sont des monnaies d'ailleurs qui ne font cesse que de perdre de la valeur. Et voilà. Et donc, on nous dirait qu'aujourd'hui, c'est la panacée. Ben non, au 19e siècle, on avait un système de bimétallisme. Des monnaies qui n'ont jamais été aussi stables entre 1803 et 1914. La guerre donc a balayé tout ça, mais enfin voilà. Et pour autant, on était sur des quantités qui étaient finies ou limitées. Mais même pire que ça, parce que pendant la ruée vers l'or du courant du 19e, ça n'a même pas déstructuré ça. C'est-à-dire que même quand il y a eu un afflux d'or, ça n'a même pas cassé le système. Et donc, quelqu'un qui rentre dans cette histoire des pièces, de l'économie du 19e, etc., ben, en fait, il appréhende tout ça. Et moi, je le vois avec nos clients sur Ocoff, justement, qui s'intéressent aux pièces et qui sont quelque part un peu experts. On voit qu'ils sont très sensibles à ça parce que, en fait, ils comprennent ces leviers économiques et qui sont des leviers économiques, en fait, aujourd'hui, qu'on peut réinvestir dans notre monde contemporain. Et c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, les gens qui achètent de l'or ou qui achètent du Bitcoin, notamment, s'entendent hyper bien. Parce qu'on se rend compte qu'on a le même ennemi commun. Oui, l'inflation et les banques centrales. Eh ben oui, alors, les banques centrales, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, enfin, oui, l'impression monétaire, quoi. Mais oui, voilà, l'argent facile, la monnaie dette, l'hélicoptère monnaie. l'hélicoptère monnaie, tout ça, alors qui sont des solutions, on va dire que c'est des solutions, mais parce qu'on a laissé de côté d'autres manières de faire qui étaient peut-être un peu plus rigides, mais sur lesquels finalement tout le monde était engagé. Moi, bref, je ne vais pas rentrer dans les trucs perso, mais quand tu décides, même si tu n'as pas de thune, que tu décides à ne pas être à découvert, bizarrement, potentiellement, tu peux ne pas être à découvert. Et aujourd'hui, on est dans un monde, entre guillemets, qui n'a jamais été aussi riche et qui pourtant se permet de vivre à découvert. Et tu vois, même si on rentre sur des problématiques environnementales, je peux te dire que le jour où on change de monnaie, nos problèmes environnementaux seront réglés dans la décennie qui suit. Parce qu'on ne vivra plus sur un modèle de croissance infinie qui est la seule manière de faire vivre nos monnaies, alors qu'on est dans un monde fini. Aujourd'hui, la monnaie dette ne peut être soutenue que par un modèle de croissance infinie. Tu vois, sur un modèle où ta monnaie elle est finie, tu n'as pas besoin t'as pas de besoin de croissance infinie. Bah ouais, c'est un peu le modèle de ce que veut le Bitcoin finalement. Enfin, c'est un peu le Bitcoin. C'est pour ça que je dis que voilà, l'or et le Bitcoin, ils ont alors plein de différences. Mais ils ont plein de similitudes aussi quand même. Mais voilà, ça, exactement, cette finitude et cet aspect décentralisé est un vrai point commun. Ce qui est cool par contre sur Bitcoin et or, c'est qu'ils sont aujourd'hui sur des cycles différents, ce qui fait que même s'ils ont des valeurs communes, même s'ils ont un ennemi commun, ils ne jouent même pas sur le même terrain. Ouais. Et donc ça, c'est très sympa. Maintenant, le Bitcoin devient un peu plus corrélé au marché financier finalement. Enfin, on l'a vu du moins en 2022, alors que alors on ne sait pas si ce sera le cas plus tard, hein, ça peut aussi encore évoluer, mais j'ai l'impression que l'or reste quand même encore décorrélé de ce que peut faire les cryptos ou du marché financier. Tout dépend de ce que tu veux dire par corrélé. L'or, de manière assez basique et très contre-cyclique de ce qui se passe sur les marchés financiers, mais au sens large. Moi, la monnaie, pour moi, fait partie aussi des marchés financiers. Et sur le coup, l'or est quand même assez corrélé à ce qui s'y passe. Aujourd'hui, Bitcoin, et je vais parler que de Bitcoin, je ne parle pas du reste. Bitcoin est quand même très corrélé à Bitcoin. C'est-à-dire que, et ça c'est peut-être pour l'instant parce que globalement, c'est jeune, quoi. Ça 14-15 ans, c'est jeune. Le marché est en train de gagner en maturité. Les règles du jeu s'écrivent tous les jours. Donc globalement, c'est le marché qui crée le marché. Et donc, tant qu'on est dans cette période, qui va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, globalement, je pense que ce sera un marché qui est plutôt autoréalisateur. Alors moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est cool, parce que s'il est autoréalisateur, il est assez facile à comprendre. C'est-à-dire que le marché de la crypto, quand tu as compris que c'est effectivement un produit en quantité finie, enfin du Bitcoin, je veux dire, en quantité finie, globalement, la tendance est nécessairement mécaniquement haussière. Là, un enfant de 8 ans comprend de suite. Comprendre. Voilà, ça c'est facile. Et ça se casse la figure quand il y a un scandale. Bon, alors, génial. Des scandales, il y en a assez régulièrement. Donc, t'en profites pour acheter comme un malade quand il y a un scandale. T'attends que c'est pris le double ou le triple de ce que tu avais prévu, tu revends.
tu mets ça de côté sous forme de stablecoin, je sais pas quoi, tu attends le prochain crack, et hop, tu te repositionnes, et c'est comme ça que tu fais plusieurs allées et venues, et que tu es plutôt gagnant systématiquement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'apprends à titre perso, et c'est plutôt Et ça rigolo. marche plutôt bien en ce moment. Ben, mais je dis un truc, moi, quand il y a eu le scandale FTX, mais avec des collègues, nous, on s'est frotté là, on a dit, putain, mais Ah bah oui. génial, mais c'est super, quoi, mais bravo, quoi. Un créneau, enfin, qui arrive là où on peut se repositionner. Ouais. On avait peur d'attendre des lustres, voilà. Euh, et, euh, et voilà, l'or est aujourd'hui complètement différent. Ouais. L'or ne Mais c'est réagit vrai que pas à son marché lui-même. L'or ne réagit pas à lui-même. Modulo les fameux 60% autour du bijou. L'or, il réagit à des événements exogènes. Il réagit à ce que dit la Fed, à ce que dit la BCE, il réagit à ce qui se passe sur les marchés boursiers, sur les actions, tout ça, ouais. sur les actions, il réagit au 7 octobre. Le Bitcoin, le 7 octobre, il ne s'est rien passé. Pendant le grand confinement, sur le Bitcoin, il ne s'est rien passé. Mais ce n'est pas grave. Tant mieux. Enfin, moi, je trouve ça super. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les règles du jeu du Bitcoin sont très simples, en fait. Elles sont très simples à comprendre. C'est lié au marché Bitcoin lui-même. Et on verra dans quelques années, quand il aura gagné en maturité, où là, effectivement, je pense que ce seront peut-être des concurrents. Mais moi, je dis, quand on a un ennemi commun, on n'est pas concurrent, on est plutôt coéquipier. Et l'or et le Bitcoin ne seront pas trop deux pour affronter les monnaies fiat. Et moi, je pense de toute façon que le futur est un futur où justement on a plusieurs monnaies. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, c'est qu'il ne faut pas forcément que le Bitcoin ou Non. l'or remplace. C'est bien que les deux cohabitent finalement. Mais les deux ou les trois, Ouais, les trois, et ouais. limite, plus il y a des choix, plus on a d'arbitrage possible. Moi, j'aime pas me sentir pieds et poings liés à une seule chose. Et je vais te prendre un exemple très rapide à comprendre. Tu prends une forêt où dedans il n'y a que des sapins, t'enflammes un sapin à un endroit, je peux te dire que 10 km plus loin, si c'était une forêt, tout a cramé. Ça, c'est ce qui nous est arrivé, nous, en Gironde, il y a 2 ans. On a bien compris comment ça s'est passé, parce qu'on a des forêts qui sont mono-espèces, machin, enfin bref, quoi. Tu prends une forêt où tu as différentes essences, eh ben, ça va être plus compliqué, parce que ça ne régit pas de la même manière. Bon, ben, ton épargne, c'est exactement pareil, et ta monnaie, c'est exactement pareil. Alors nous, ici, on est abreuvé de pays où tout se passe bien, donc on n'a que l'euro, on a l'impression que c'est magique, super. Tu es dans un pays, globalement, 70% des autres pays que les nôtres, où ça ne se passe pas aussi bien que ça, eh ben, ils sont contents d'avoir leur monnaie locale, plus Ouais, c'est un le peu de dollar, Bitcoin, un peu d'or, ouais, un peu de Bitcoin, machin, ben, comme ça on arrive à vivre. Un peu d'or, on arrive à vivre. Tu vois, les pays plus ou moins au banc des sociétés, parce que leurs gouvernants ont fait n'importe quoi, ben, certains, voilà, ils ont de l'or, ils ont de la crypto, ils font des trucs, quoi. Donc, et moi, je prône la liberté. Enfin, moi, je ne suis pas arrivé à l'or pour autre chose que ça, hein. C'est qu'est-ce qui me permet d'être libre dans une période où ça pourrait craindre. Voilà. Et demain, ça peut craindre. Bah oui, c'est clair. Et ça peut arriver n'importe quand, quoi. Ah, mais n'importe Mais, quand, n'importe quand, n'importe où. Le Covid nous l'a rappelé. ouais. Et même la guerre en Ukraine, il n'y a pas si longtemps aussi. Je me Exactement. rappelle que La guerre en c'est Ukraine, pareil. on a un président qui nous a rappelé que c'était à 1500 km de la France. Oui, c'est Ouais, l'Europe. ouais. Effectivement, c'est bon de s'en Mm. souvenir. Écoute, merci Jean-François. On arrive déjà à la fin de l'interview. Je sais que que je peux pas trop déborder non plus sur ton temps, donc je te propose qu'on profite pour conclure là. J'avais Merci encore un Thomas. paquet de questions, mais bon bref, c'était vraiment super intéressant. Donc si tu peux dire rapidement où on te retrouve. Bon, tu as déjà dit plusieurs fois, mais je vais mettre les liens. Donc je mettrai le lien d'Ocoffre. Est-ce que tu peux dire rapidement, voilà, ceux qui sont intéressés pour acheter de l'or et tout, où ils peuvent aller, comment on peut faire appel à vous? Oui, alors justement, l'avantage, c'est qu'on a différentes plateformes, donc ça nous permet de le proposer aux gens qui ont des manières diverses d'appréhender l'or. Donc quelqu'un qui est justement plutôt un peu dans l'expertise, qui aime bien choisir pièce par pièce, qui voudrait même peut-être pouvoir en recevoir à la maison pour tester, se faire une forme de kit de survie, je sais pas. Encore, c'est très bien fait, parce qu'on peut choisir la France, la Suisse, livraison, pas livraison. C'est un peu organisé comme une place de marché, même si ça n'est pas une, ce qui veut dire que quand on remet ces pièces en vente, on peut quand même choisir le prix. Alors après, le prix se confronte au marché, mais si on est pressé, on met un prix bas. Si on n'est pas pressé, on met un prix haut. Enfin voilà, comme dans l'immobilier. Voilà, ça c'est au coffre. Ensuite, il y avait Rakash, c'est pour ceux qui veulent acheter de l'or. Pas se prendre la tête sur la fiscalité, parce que nous, c'est une complexité qu'on a absorbée. Donc, sur notamment un des actifs possibles en or, le Gold Premium,
qui est un or qui prend de la prime, et le sous-jacent, c'est des pièces, mais de type jeton ou cours légal. Bon, ben là, on sait qu'on a la fameuse franchise de 5 000 €. On sait qu'ensuite, on a la dégressivité dans le temps. Et puis, ce qui est super avec Veracash, c'est que, bon, on n'a pas à s'embarrasser de savoir si c'est telle ou telle pièce. On sait que c'est la pièce. Nous, c'est notre garantie. Et par contre, on peut utiliser ces pièces, parce qu'en fait, elles sont tokenisées, hein, pas au sens blockchain du terme, mais en tout cas, répliquées digitalement. Ce qui veut dire qu'on peut s'en servir pour payer, par exemple, avec une carte de paiement qu'on fournit gratuitement. Donc, quelqu'un qui veut faire ses courses avec son or parce qu'il vient de se prendre 40% je ne sais pas, de plus-value, il se dit, bah, tiens, ça veut dire que ma monnaie or est plus forte que ma monnaie fiat. Et bien là, on raisonne un peu comme un Suisse frontalier. C'est un Suisse frontalier, il a deux comptes. Il a un compte en euros, un compte en francs suisses. Quand il est en France, il peut utiliser son compte en francs suisses s'il considère être en plus-value. Et l'inverse en Suisse avec sa monnaie euro. Et bien, quelqu'un qui a du Veracash, voilà, sur le coup, il paye en métaux précieux, mais ça devient sa monnaie, et bien, il fait les mêmes arbitrages. Et c'est ça qui est hyper drôle, parce que là, on est sur un usage de l'or qui est dynamique. Alors après, on se débrouille pour en acheter régulièrement, plutôt à la baisse, les fameuses zones d'accumulation rationnelle, et puis vendre quand on se considère en hausse. Mais une hausse pas gourmande, quoi, une hausse 3, 5, 10%. Tiens, là, hop, ça vaut le coup que j'utilise mon épargne. Et puis, je reviendrai sur une baisse, parce que ce sont des baisses, des hausses, il y en a tout le temps. Les arbres qui grimpent jusqu'au ciel, ça n'existe pas. Donc, il y a toujours un moment où on peut accumuler ou réaccumuler. Voilà, ça, c'est Veracash. Et puis, on a même aussi une activité crypto-monnaie, cryptcool.com, qui permet de se positionner sur crypto et Ethereum de manière ultra simple, décomplexée et avec, pareil, garde-froide. C'est-à-dire que là, les cryptos, nous, à 80% sont stockés dans nos coffres de haute sécurité à Genève, donc totalement offline, non piratable. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a lancé récemment et qui déjà cartonne. Ouais, ça rassure, forcément. Bah, écoute, merci beaucoup Jean-François pour ton temps et tes explications, c'était vraiment passionnant. Merci Thomas. Je mettrai tous les liens en description, bien sûr, pour ceux qui veulent tester les outils que Jean-François a décrits. Et puis, je te dis à très bientôt, Jean-François. À très bientôt, avec plaisir. Au revoir Thomas.